Bonjour Emma Chevalier, merci. Je suis ravi de te recevoir à l'occasion donc, de cette 4e édition de Tout se joue. Comment te présenter? Tu es la programmatrice de la plateforme Outbuster.com, c'est ça? Exactement. Ce qui m'a donné envie de t'inviter, c'est que j'ai entendu parler de la plateforme Outbuster en écoutant un podcast qui s'appelle Cinéphile de notre temps. Et donc c'est en écoutant ce podcast où il y avait l'intervention c'est Étienne Métras, je crois, qui est on va y revenir, mais qui est le fondateur de Outbuster.com, que j'ai entendu parler de cette fameuse plateforme. La plateforme Outbuster.com, moi quand on me pose la question, je cite le pitch qui est donné sur le site, qui est la plateforme de notre cinéma. Mais alors est-ce que tu peux me dire toi, quel est le pitch de cette plateforme ? Je pense que ça n'a pas trop bougé depuis la fondation de la plateforme. Donc Outbuster a un autre cinéma, peut-être que maintenant ça serait un peu maladroit de le dire, mais en tout cas je pense qu'on pourrait la définir comme la plateforme des cinéphiles curieux. Surtout ça. Donc elle parle à des gens qui aiment le cinéma et qui aimeraient découvrir d'autres formes, d'autres films, des films qui sortent pas forcément en France, ou qui sont passés sous les radars du grand public. Et nous, en fait, on vient les chercher et on les propose sur la plateforme. Tu retiendrais d'abord le qualificatif cinéphile curieux. Parce que c'est pas forcément le mot qui me serait revenu, moi, en premier lieu, mais on va peut-être creuser un petit peu tout ça. La cinéphilie, c'est souvent lié à la curiosité, quoi. Le cinéphile, c'est souvent quelqu'un qui a envie de chercher, qui a envie de creuser, qui a envie d'aller voir le film que l'autre n'a pas vu. La création d'Outbuster, c'est 2016, c'est ça? C'est Étienne Métras qui a eu l'idée au départ? C'est ça. Voilà. C'est en voyant le film New Kids Turbo, qui est passé au Festival européen de films fantastiques de Strasbourg, que Étienne a eu l'idée de fonder la plateforme en 2016 parce qu'il a découvert que New Kids Turbo n'était pas sorti en France. Et en fait, après les festivals, il est tombé un peu dans l'oubli chez nous, alors qu'il a fait un des meilleurs démarrages de tous les temps dans son pays d'origine. Et Étienne a trouvé ça incroyable que personne n'en parle. Ce qui a fait ce déclic, c'était la volonté de créer une plateforme qui permettait de voir des films qui n'étaient pas des blockbusters, donc Outbuster, inverse du blockbuster. C'est ça en fait, l'origine du mot, la genèse. D'accord. Et à savoir qu'en 2016, Outbuster était la toute première plateforme française en fait. Il n'y avait pas encore Netflix qui s'était implanté en France. Et c'est Outbuster qui a émergé en premier avant tout le monde, quoi. Il est arrivé, et ensuite plus tard les autres sont arrivés, et bon après concurrence fait que. D'accord. Mais c'était ça, ouais. D'accord, donc historiquement, vraiment un précurseur pour le coup. Ok. Et alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu sur les articles un petit peu qui ont été produits à propos de Outbuster, on voit que c'est un peu une plateforme qui est définie comme étant comme cherchant à contourner, on va dire, les circuits habituels, distributeurs, les exploitants ou diffuseurs traditionnels. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce qu'on s'appuie aussi un petit peu sur eux? Est-ce que le mot contourner, est-ce que le qualificatif contourner correspond bien à ce que cherche à faire Outbuster? Disons qu'en effet, on évite de s'intéresser ou de se tourner vers les gros distributeurs qui ont forcément eu les gros films dont tout le monde en a parlé, qui ont fait les salles et qui ont fait beaucoup d'entrées en salle, et ce qui nous amène forcément à devoir se tourner vers d'autres distributeurs plus petits, plus inconnus en France en tout cas, pour sélectionner des films de chez eux. Et parfois on est juste amené à ça quand on a un film qu'on a bien aimé, qu'on remarque qu'il n'est pas sorti en salle en France, c'est-à-dire qu'aucun distributeur français n'a fait sortir en tout cas en salle en France. Si ça se trouve, il n'y a même pas de distributeur français. Donc on est obligé d'aller le chercher, et là il s'avère qu'en effet ce n'est pas le distrib connu que tout le monde essaye d'avoir, comme le Pacte, des trucs comme ça, quoi. Comment on va les chercher du coup? Comment les films arrivent à vous, ou comment est-ce que vous allez les chercher? Il y a plusieurs manières. La toute première qui est donc ce pourquoi j'ai été formée. En tant que programmatrice, on appelle ça en anglais les gold diggers, c'est-à-dire qu'on creuse pour aller chercher les pépites. Soit on fait des festivals, on voit des films qui nous intéressent, on note tout de suite le distrib et on voit ce que devient le film, et si le film n'est pas acheté pour passer en salle en France, on sait déjà que c'est une bonne voie, donc on essaie de suivre son parcours. Il y a beaucoup de films sans distributeur aussi, parce que... Voilà, mais alors il y a ceux avec distributeur. D'accord. Et ceux qui sont sans distributeur, tenus par des prods, parfois par le réal, mais alors souvent c'est de l'autoprod. Et ça c'est plus rare. Et en général, je suis en lien avec les producteurs uniquement quand c'est des films français
qui n'ont pas réussi à se vendre ailleurs. Et là, actuellement, on cherche des courts-métrages. C'est beaucoup plus facile de parler à des prods courts-métrages parce que rares sont les distributeurs de courts-métrages. D'accord, ok, voilà. Logique. Mais finalement, à l'étranger, il y a quand même beaucoup de distributeurs qui ont les droits des films à l'étranger. C'est juste qu'il n'y a pas de distributeurs français qui les ont achetés. Mais finalement, il y en a plus que ce qu'on croit, oui. Alors moi, vu de l'extérieur, vu de ma position de cinéaste indépendant et qui aussi fait pas mal de films autoproduits, y compris de long métrage, j'aurais tendance à dire que des films autoproduits, il y en a énormément. Il y a même un volume de films qui circulent dans les festivals qui sont sans distributeur, qui est assez très important même, je dirais. En long métrage ? En long métrage, oui. Moi, je me trompe ou... Non, tu te trompes pas, mais ça dépend aussi de la qualité de ces films-là, tu vois ce que je veux dire ? Et en général, les longs métrages autoproduits, chez qui je suis directement allée voir le réal, vu que c'est autoproduit, donc pas de prod, c'est souvent français. Assez rarement étranger. Récemment, on a eu l'acquise de films autoproduits québécois. Tu vois. D'accord. Voilà. Ok. Donc il y a peu de films autoproduits finalement qui arrivent à franchir, on va dire, les phases de sélection des festivals. Je trouve ça compliqué quand même. Circuler, d'accord. Ouais, il y a quand même une sorte d'élitisme aussi en festival pour les longs métrages autoproduits. C'est assez compliqué, je trouve, par rapport aux courts métrages qui ont quand même une place. Et ouais, je trouve que c'est... Oui, c'est pas le même statut. Le court métrage, par définition, c'est le format qui doit permettre justement d'apprendre, de se former, de se faire connaître et d'aller après, dans un second temps, vers le long, qui est aussi beaucoup plus cher à fabriquer. Moi, je me souviens aussi qu'Étienne Métras avait mis en avant le fait qu'il n'y a pas d'algorithme sur Adbuster. Est-ce que c'est un choix par défaut, parce qu'avoir un algorithme, c'est compliqué, ça coûte cher, c'est aussi un choix économique, enfin, d'où ça vient ? Deux raisons, une qui influence l'autre. La première, pas d'argent, donc ça coûte de l'argent d'installer un algorithme et de faire en sorte qu'il soit performant. Et deuxièmement, c'est... La base de provoquer la curiosité, c'est pas forcément de t'entraîner dans un circuit que tu connais bien avec les mêmes genres de films que tu aimes bien. Donc je me dis, le fait de pas avoir ça en place sert aussi le propos initial de la plateforme qui est que tu te démerdes et tu découvres en fait. Ouais, c'est ça. Alors 2016, ça fait presque 10 ans, voilà, 10 ans l'année prochaine. On va bientôt fêter le 10e anniversaire. C'est quand même déjà une longue vie parce que déjà arriver à tenir 3, 4, 5 ans, c'est déjà dur. Ouais. Alors comment ça a évolué jusqu'ici ? Moi je pense que déjà l'identité de la plateforme évolue en fonction du programmateur. Alors comme Étienne était le fondateur et programmateur, la plateforme était entièrement à son image. Maintenant Étienne n'est plus là. Donc il a été remplacé, il a vendu la plateforme. Suite à Étienne, il y a eu Roch Brenner, qui a tenu la plateforme en tant que programmateur et chef des acquisitions pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Et Roch Brenner qui vient d'où ? Il vient de Strasbourg, moi aussi je viens de Strasbourg. Ouais. D'accord, okay. En fait, ce qui s'est passé, pas mal Je trouve que la manière dont Roch Brenner est arrivé sur la plateforme est plus intéressante que moi. D'accord. Parce que en fait, Roch a connu Adbuster au moment où Étienne était encore dessus. Roch a proposé un film qui s'appelle La Capitale du bruit, donc un long métrage autoproduit. D'accord. Ok. Voilà, c'est ça. Donc réalisateur déjà lui-même. Réalisateur. Étienne l'a sélectionné et Roch a demandé si par hasard il y avait de la place. Et Étienne a dit ça tombe bien, oui. Je viens de vendre la plateforme et je reste... Je ne suis plus le boss, mais je suis toujours programmateur, j'ai besoin d'une deuxième personne. Et Roch est arrivé à ce moment-là. D'accord. Il est resté, Étienne est parti, Roch est encore resté. Donc il reste à peu près 1 an et quelques mois, presque 2 ans. Puis moi, je suis arrivée. Donc je suis de Strasbourgeois, je suis aussi réalisatrice. Donc on se connaît. Et je cherchais du taf aussi. Et là, il m'a dit, tant mieux, moi je vais devenir réalisateur à temps plein, on va dire. Donc intermittent. Veux-tu ma place ? Et j'ai fait oui, bien sûr. Et il m'a formée et depuis, je suis sur la plateforme, je m'occupe de la plateforme depuis 2023. Donc tu me demandais comment elle a évolué. Déjà, on a fait une refonte du site au moment où je suis arrivée. Donc il a changé de forme pour que ça soit un peu plus agréable parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était Étienne qui l'avait fondé avec un pote à lui et c'était pas très intuitif. D'accord. Par contre, on a gardé l'esprit qu'avait mis Étienne, c'est-à-dire avoir toujours des fiches films quand tu prends ton film, que tu cliques dessus sur la plateforme. Uniquement parce que sur Prime c'est pas possible, si tu veux je t'expliquerai plus tard mais c'est différent. Sur la plateforme web, donc adbuster.com, t'as le film, tu cliques dessus, t'as la fiche avec les infos, durée, le nom du réal, les acteurs, tout ça.
Mais chose aussi que je pense qui est purement d'Hotbuster pour le moment, c'est que je mets toujours, c'est moi qui les remplis les fiches, chaque programmateur remplit ses fiches. Alors, elles sont assez denses, hein, il y a beaucoup de choses dedans. C'est ça prend beaucoup de temps. C'est ça, il y a des tags. Alors, un vrai boulot en tout cas. C'est ça, il y a des tags déjà. Donc si jamais tu me disais algorithme, si par exemple tu te dis putain j'aime bien ce film-là, il est dans la catégorie le tag hashtag zombie, bah tu cliques dessus et là t'as tous les films zombies. Donc pour le coup, on essaie quand même de cadrer pour que tu puisses chercher. Voilà. Donc il y a ces tags-là, qui est purement Hotbuster pour le moment. Maintenant... Il y a le menu aussi, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de classifications. Oui, voilà, c'est ça. Il y a les différentes catégories qui ont chacune leur humour, donc entre fesses, entre potes. Ça, je pense pas que tu retrouves ailleurs. Donc on essaie quand même d'être assez ciblé, garder l'humour qu'avait Étienne de base. On a... ce que j'aime beaucoup, c'est... J'ai un espace pour mettre des liens utiles, c'est-à-dire critiques. Mais parfois même les sites des réals, quand c'est autoproduit par exemple et qu'ils ont un site, je le mets. Et différents trucs comme ça, des interviews, tout ça. Tout ça, tu peux cliquer dessus, les lire, c'est super cool. Et on a bien évidemment la tagline, la fameuse, qui résume le film. Et ça aussi, pour le moment, je l'ai pas vu ailleurs, quoi. Et toujours pour revenir à comment ça a changé, donc Étienne a fondé le truc. Voilà, il a mis l'accent sur l'humour un peu beauf, on va dire, tu vois. Rock est arrivé, il a gardé cet esprit-là, mais il a créé des catégories back to classics, c'est-à-dire des films rétro cette fois, qu'il n'y avait pas avant. Et aussi documentaire, tout ça, on a séparé parce que c'est pas du tout les mêmes genres. Les films rétro, des fois assez pointus, que récemment j'ai vu un Bellatar par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Bellatar déjà, ça fait quand même. On est dans une cinéphilie très, très pointue quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et les films rétro, pour le coup, s'ils ont été à Cannes, etc., ça ne nous dérange pas, c'est des films rétro, tu vois. Et quand je suis arrivée, j'ai remarqué que mes choix de films, en tout cas, ouvraient un panel plus large. Avant, c'était très masculin, maintenant, c'est plutôt mixte, je trouve. Il y a plus de femmes qui s'intéressent à la plateforme, notamment parce que j'ai mis en place la catégorie LGBT aussi. D'accord, je pensais être la première à l'avoir mise et en fait j'ai découvert qu'au moment où je l'ai mise, peu de temps après, toutes les plateformes ont fait la même chose. Donc je me suis dit merde. C'est ça. Mais voilà, créer des catégories de la même façon qu'il y a énormément de festivals aussi qui s'orientent vers ça, ou qui sont spécialisés dans ce domaine. Exactement, parce qu'on voit que de manière c'est recherché par le public aussi. C'est devenu une recherche tendance, les gens veulent voir ce genre de films. Et je me suis dit, on avait pas mal de films LGBT, c'est juste qu'ils étaient noyés dans une catégorie, et je me suis dit non, mais là pour le coup, si les gens veulent mater que des films comme ça, autant les faire ressortir, quoi. Là, c'est un peu une aventure strasbourgeoise que tu nous racontes jusque-là. Et toi, donc du coup, tu avais certainement déjà une certaine acquaintance avec le cinéma, j'imagine. Est-ce que tu peux peut-être nous dire justement, qu'est-ce qui fait que tu arrives avec un appétit pour travailler sur cette plateforme-là, peut-être toi-même dans le cinéma, peut-être réalisatrice, je sais pas. Est-ce que tu vas quitter Hotbuster pour faire des films aussi? Est-ce que c'est le cas aussi? Je suis réal aussi. D'accord. Comme Rock, c'est pour ça qu'on se connaît. Et donc moi je développe des cours de fiction et je me lance vers un long. Et oui, en effet, je compte pas rester sur Hotbuster ad vitam aeternam. J'aimerais bien partir comme Rock, exactement comme Rock, partir vers l'intermittence à un moment donné. D'accord. Mais pour le moment, je m'occupe de la plateforme et évidemment, je suppose que tout réal qui se respecte aime mater des films et est curieux. Et moi, la plateforme, je me suis dit, mais c'est parfait, quoi. Donc, avis aux réalisateurs, aux réalisatrices strasbourgeois qui tomberaient sur le podcast. Il y aura peut-être d'ici quelques années, quelques temps, une opportunité. et alors, la formation, elle a consisté en quoi? Parce que toi-même, tu avais déjà un bagage de réalisatrice, mais est-ce que tu avais une autre formation à côté ou est-ce qu'elle s'est faite sur le tas? Absolument pas, elle s'est faite sur le tas et je pense que ça s'apprend en faisant. Après, j'ai eu un bon professeur qui est Rock, et Rock aussi a débarqué comme ça quand Étienne l'a embauché. Il n'y connaissait rien non plus. Et en fait, au bout d'un moment, ça s'apprend vite. Tu commences à comprendre les choses quand tu les fais. Et, comme Rock m'a fait la passation, il m'a enseigné tout ce qu'il savait. Donc vraiment, comme on était tous les deux strasbourgeois, genre l'un à côté de l'autre, il m'expliquait, etc. C'était super cool, super intéressant. Et ensuite, t'apprends en rencontrant des distribs physiquement quand tu vas en festival. Quand tu discutes avec d'autres... Comment ils réagissent? Parce que est-ce qu'ils connaissent déjà Hotbuster? Est-ce que... Quand tu dis Hotbuster.com, ça fait tilt? Ou est-ce que
Ou est-ce qu'ils se disent ah non, si c'est Adbuster qui vient me voir, c'est que je suis vraiment au fond du trou. Enfin, comment ça percute dans. Parce que le métier de distributeur, il faut le savoir, c'est un métier quand même aujourd'hui, quand je parle des distributeurs indépendants, qui est quand même pas facile. Qui comporte quand même pas mal de risques. Enfin, on leur tire notre chapeau parce que c'est des fois arriver à faire vivre certains films, c'est vraiment très très difficile. Alors voilà, comment se passent les rencontres et comment ils réagissent? Alors moi j'ai surtout rencontré des distributeurs français parce que j'allais en festival français et très peu de distribs étrangers se déplacent dans les festivals que je fais en tout cas. Je parle pas de Cannes. Lesquels par exemple? Le FEFS, le Festival européen de films fantastiques de Strasbourg, c'est chez moi, c'est pratique, mais essentiellement des Français. C'est un écosystème. Évidemment, il y a de moins en moins d'argent. Et il y a de plus en plus d'offres aussi. Il y a de plus en plus de plateformes qui existent, avec de plus en plus d'offres différentes. Il y en a beaucoup qui se cassent la gueule, il y en a qui émergent. Il y en a, on ne savait même pas qu'elles existaient, comme Adbuster. Moi, je pense qu'Adbuster, on en parlait à la fondation de la plateforme. Étienne a mis beaucoup de choses, a mis vraiment tout en œuvre pour qu'on parle d'elle. Mais ensuite, avec l'arrivée de Netflix, Mubi, Tank... Shadows, Frickson Kia, tout ça, ça se noie un peu, j'ai l'impression. Donc Adbuster s'est noyée, elle est redescendue à plateforme de niche, parce que de toute manière, on sélectionne des films qui sont quand même de niche. Comme on ne répond pas forcément à la demande du grand public, on n'a pas de grand public qui vient, donc c'est vraiment du bouche à oreille. Donc ce qui est plaisant, c'est quand même que c'est une plateforme, on en entend parler entre gens qui s'intéressent au cinéma ou qui sont du milieu, donc ça c'est plutôt cool, ça aide un peu à cette espèce de, je dirais, image pseudo mythique, un peu étrange de la plateforme qui existe, personne n'en a jamais entendu parler jusqu'à que tu tombes dessus, tu vois. Mais ça répond surtout à une attente que j'imagine qui reste malgré tout assez universelle, c'est d'essayer d'aller vers quelque chose de non formaté, parce qu'aujourd'hui on a à la fois le formatage commercial, on a le formatage, on va dire, CNC entre guillemets, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, pour pouvoir être financé, il faut quand même passer au travers de certains nombre de grilles de lecture, ou alors il faut être très 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 malin, on va dire. Mais je pense qu'il y a cette envie de trouver quelque chose de peut-être avec moins de fric, mais authentique. Oui, ça c'est sûr que tu trouveras, les films qu'on sort, peu de gens les ont vus, quoi. Ou s'y attendent. Après, malheureusement, c'est comme pour tout, moins de fric veut dire qu'on paye moins cher les films. Moins cher les films veut dire qu'on ne se tape pas non plus les films les plus recherchés, tu vois, qui eux, forcément, seront plus chers. C'est ça qui est un peu triste. Donc, il faut quand même réussir à trouver des films qui sont intéressants, mais c'est ça le souci. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est vouloir absolument... trouver des films dont personne ne parle fait que conclusion, vu que personne n'en parle, on ne cherche pas forcément à les voir, ce qui fait que les gens ne vont pas forcément chercher à s'abonner s'ils peuvent s'abonner déjà à 15 000 autres trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et pire encore s'ils peuvent les télécharger. Voilà, parce que aussi pouvoir télécharger facilement un film... en l'occurrence, ce sont des films qui sont quand même assez difficiles à trouver en téléchargement pour le coup. Oui, mais je pense que quelqu'un qui veut chercher peut réussir à en trouver quand même quelques-uns, tu vois. Ah oui, j'en doute pas, mais il faut quand même avoir, on va dire, des connaissances assez pointues pour pouvoir les chercher. Alors, t'as cité le festival de Strasbourg, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a alors français, il y a le FEFS, il y a Envoûment, il y a Envoûment, c'est un festival documentaire, je sais pas si tu vois. Oui, voilà. C'est celui qui est à Lyon ou non? Exactement, c'est celui qui est à Lyon, il y a l'Étrange Festival. Il y a le Maudit Festival, mais il y a aussi à l'étranger Maudit 2.0. Des fois, je regarde pour Sundance, j'ai des films qui viennent de Sundance aussi, donc c'est plutôt cool. Parfois, des films qui viennent du Festival de Berlin, il y a Locarno. Bon, Locarno, c'est un peu plus poussé quand même, c'est un peu plus pointu et un peu plus dans les codes, on va dire, mais parfois, il y a des petites pépites qui sortent quand même. Voilà, il y a des trucs comme ça, quoi. Et sinon, je cherche des festivals un peu plus petits, mais je cherche pas que en festival. Des fois, ça arrive aussi que... Si tu vas sur les réseaux sociaux de films, c'est-à-dire Sens Critique, Letterboxd, voire même IMDb, et que tu fais un peu ton petit marché panier, tu vois, en mode « Ah, j'aimerais bien voir ce film-là et ce film-là », tu tombes sur des films pas très connus. C'est comme ça que j'ai repéré les films SOV de Charles Pignon, je sais pas si tu vois, mais c'est un mec qui habite aux States, qui a fait des films dans les années 90, en autoprod, avec les mini-DV, quoi, quasiment, et genre...
hyper barrés, super chelous, qui parlent totalement à une certaine communauté de cinéphiles. Et personne ne les a jamais sortis en France, personne. Et je suis la première qui est venue le voir, et là on va le sortir en juillet. D'accord. Je suis vachement contente, parce que j'aime bien cette esthétique-là. Mais c'est vrai que le mec, il a 3 films qui dorment depuis les années 90, personne ne les réclame. Incroyable. Mais oui, Charles Pignon. Charles Pignon. D'accord. Charles Pignon, ouais. Et ouais, c'est dingue, et ça j'ai trouvé sur Letterboxd, tu vois. Quelqu'un qui a fait une review, et c'est pour ça, les éclaireurs sur Sens Critique, c'est super intéressant. On chope des éclaireurs qui matent exprès des films pas très connus, pour qu'en fait ils nous guident aussi, parce qu'on peut pas... Voilà. Et sinon... Et ces éclaireurs, comment ils fonctionnent? C'est quoi? C'est des critiques de films? C'est des indépendants, des passionnés? C'est surtout ça, ouais. Surtout des passionnés indépendants qui en fait aiment juste bouffer du film. Et donc, ils en matent plein, ils te font des critiques, et nous on tombe dessus, on est là en mode « Ah, il a bien aimé ça, je suis curieuse ». Et ensuite tu le cherches, et tu arrives à le trouver. Et ça arrive des fois qu'il y a un film que je veux avoir, je vais contacter les distributeurs. En fait, les distributeurs, ils ont des catalogues, avec plein de films. Et en fait, bah, tu en profites, tu dis « Ah, bah, je peux voir ton line-up, je peux voir ton catalogue », et tu regardes, et en fait, tu remarques qu'il y a 2 pépites, et tu fais ton marché comme ça, en fait. Est-ce qu'il y a un relais presse un petit peu, quand même, qui arrive parfois? Bon, moi, une fois de plus, bon, c'est important, je vous ai découvert au travers d'un podcast, tu vois, c'est vrai que c'est très important, donc j'imagine que c'est la presse aussi, est-ce qu'elle accompagne un petit peu Bah, elle accompagne au début. Ouais. Après, tout est une question d'argent. Hein. Rares sont les gens qui viennent nous trouver uniquement pour parler de nous gratuitement comme ça, ou même juste en échange de bons procédés. Par exemple, j'adore ton film, je le prends. Ah bah génial, bah, j'adore votre plateforme, je parle de vous. Mais mine de rien, là actuellement, non. On a quasiment personne qui parle de nous, ce qui est regrettable. Je pense que c'est super important pour une plateforme d'avoir... la presse qui te suit, ou même des youtubeurs, des influenceurs, n'importe qui pourrait parler de toi. Mais malheureusement, actuellement, c'est pas forcément les projets... Ne serait-ce qu'en se focalisant sur un film, voilà. Qui vient d'être mis en avant, qui vient d'être... C'est ça, bah, je te remercie d'organiser ça, c'est super cool, mais les personnes sont rares. Voilà. Alors, le cas des réalisateurs qui t'envoient des films. Moi, c'était le cas. Je vous ai découvert, tiens, bah, on leur envoie le film, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que ça arrive un petit peu quand même? C'est très marginal? Enfin, comment ça se passe? Bah, cette année, j'en ai reçu vraiment beaucoup. D'accord. Enfin, cette année, déjà fin 2024, beaucoup. D'accord. Alors, à savoir qu'en 2023, si je me trompe pas, j'ai lancé un appel à long métrage. Voilà, et j'en ai reçu. D'accord. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, mais les gens, enfin, ça a dû parler. Ouais. C'était beaucoup de films. J'ai lancé un appel à long métrage autoproduit. D'accord. Voilà. Pour laisser une chance. Voilà. Okay. Et en fait, je sais pas, il y a eu des films qui ont été sélectionnés, les réals ont dû. Oui, j'en ai reçu. Pas tant que ça, j'espérais plus, mais j'en ai reçu quand même une bonne quarantaine. Une trentaine, d'accord, quarantaine, ok. Oui, ce qui est quand même pas mal pour juste un appel comme ça sur Insta et Facebook. Et Twitter. Voilà, on est présent sur ces 3 réseaux-là. D'accord. Et ouais, j'en ai eu, et je sais pas ce qui se passe, mais là, ouais, il y en a pas mal qui me proposent, qui viennent de finir et me proposent, parce qu'ils savent que, je suppose que c'est l'une des seules plateformes en France, en tout cas, qui demande des films autoproduits et qui est prête à répondre. Parce que c'est ça aussi, en fait, ce qui est bien avec Codbuster, comme on est petit, on répond à tout le monde. Tout le monde, des réals qui veulent nous envoyer leurs films, on dit oui, et on les laisse pas mijoter pendant 6 ans, ou tu vois ce que je veux dire. Sur 30-40 films reçus, alors des longs métrages là pour le coup. Que des longs métrages. Que des longs métrages, voilà, c'est le taux de réussite entre guillemets, c'est combien sont pris sur les 30-40 Là, quand je les ai reçus, j'en ai sélectionné une dizaine. D'accord, donc un quart, ce qui est déjà pas mal. Oui. Et les réalisateurs qui t'envoient ces films-là, c'est des réalisateurs qui ont d'abord fait un petit peu tourner leurs films en festival, qui s'appuient un petit peu là-dessus, ou pas du tout, ou c'est... Ça arrive des fois, non, ils sont juste tout chauds, ils viennent de sortir du four, ils veulent directement les mettre sur la plateforme, ça arrive aussi. Et ils tentent leur chance, ouais, c'est ça. Leur chance comme ça. Tu as un exemple en tête, là, récent, un titre... que tu nous citerais par exemple, j'irai fouiller après sur le... De long métrage autoproduit, qu'on a sorti cette année là, donc début 2025, il y a The Dog and the Fountain, c'est un film chinois. D'accord. Voilà, autoproduit.
D'accord. C'est le plus récent qu'on a reçu où il m'a dit ah tu le veux et j'ai fait bien sûr. D'accord, mais chinois, donc de Chine, donc quelqu'un qui... Mais je suppose que le réal est naturel, enfin soit il est, en tout cas il a un lien avec la France. D'accord, il y a un lien avec la France. Oui il a un lien avec la France. Les plateformes avec lesquelles vous êtes en face à face actuellement, ça serait lesquelles? Qu'est-ce que tu appelles face à face, tu veux dire? Celles qui sont un petit peu qui pourraient s'adresser à un profil de public qui correspond aux autres. En fait, en gros, c'est des cinéphiles. Bon, il y a toutes sortes de cinéphilies. Vous êtes un peu plus sur aller chercher vraiment des cinémas hors cadre. Voilà. Mais bon, je citais tout à l'heure les Mutins de Pangée. Ils ont un positionnement peut-être un peu plus politique, social, mais ils vont aussi chercher un petit peu parfois des films un petit peu hors cadre. Donc quelque part, moi ça va être à la fois Blockbuster, les Mutins, bon, ça peut être deux plateformes que je peux avoir envie de regarder, et puis l'une peut m'amener vers l'autre à un moment donné quand je vais faire des recherches. Je sais que je cherche pas mal de films qui sont déjà sur Shadows par exemple, ou que Shadows aimerait bien avoir. Souvent Shadows met s'en exclut quand je vais les choper, ce qui est D'accord. horrible pour moi parce que je me dis bon bah ça y est ils ont l'exclu pendant 2 ans, 1 an, donc je peux pas y toucher. Shadows, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme française également? Oui, c'est ça, et mais spécialisée dans le genre en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai remarqué que les plateformes qui marchent bien, elles ont une spécificité très particulière, genre Tank. Si ça marche si bien, je pense aussi que c'est parce que entièrement tourné vers le docu. Ouais. Et les gens en fait, au bout d'un moment, ils ont envie de mater des docus, et je pense que ça, c'est provoqué grâce à Netflix. Ça, c'est mon avis, mon analyse. Ouais, pour moi, Netflix étant un mastodonte, il propose tout, mais aussi n'importe quoi. Ouais. Et noie son programme. Et comme il n'a aucune cible pour plaire à tout le monde, je suppose que les gens se sentent un peu noyés. Et ça fait du bien de se dire que mais il y a une plateforme dédiée aux documentaires, et moi j'ai envie de mater des documentaires en fait, donc je vais quitter Netflix, je vais aller que sur Tank. Et c'est pas si cher, tu vois. Ouais. Et je pense que ça aide. C'est une bonne analyse. Et alors, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, parce que quand on regarde les documentaires Netflix, malheureusement pour eux, ils sont là aussi souvent un petit peu trop formatés. C'est-à-dire que le public documentaire, c'est aussi un public qui a envie qu'on lui repasse pas forcément 15 fois le même plan, avec 15 fois la même réplique, etc. C'est bon, j'ai pas besoin qu'on me matraque. C'est aussi ce public-là. Donc du coup, à un moment donné, on se détourne, on se dit, mais non, c'est bon, c'est pas ça que je veux. Je veux un vrai travail avec un vrai regard, avec une vraie position, et pas encore une fois une espèce de bande-annonce qui s'étire. Bah ouais, en fait, je pense que j'ai remarqué ça, c'est que Netflix, un peu à l'image de ce que devient Disney maintenant, dès qu'il voit qu'il y a une petite recette qui marche, c'est-à-dire un film ou une série qui marche bien avec son esthétique, il essaye de reproduire exactement la même chose, sachant qu'ils sont aussi producteurs de pas mal de choses qui sont maintenant sur Netflix. Et donc, pour moi, c'est le tu curieux, quoi. C'est en fait les gens, quand ils bouffent trop de la même chose, mais en fait ils deviennent dégoûtés. Et c'est ce qui provoque la migration des gens sur les petites plateformes telles Shadows qui sont spécialisées dans le genre. Bah ça fait du bien de n'avoir que des trucs spécialisés dans le genre. Ouais. Et tu sais qu'ils auront leur propre ligne édito, tu vois. Alors là tu parles de tu curieux. Ouais. Et du coup, ça me fait rebondir sur une autre réflexion qui me vient à l'esprit en t'écoutant. C'est que alors moi, je suis assez peu sur Netflix, mais je sais que quand j'y vais, c'est très fréquent que je passe 20-30 minutes à pianoter, à chercher. Je vois quelques classiques, comme récemment du Miyazaki, mais je les ai déjà vus, donc ça ne m'intéresse pas de les revoir sur Netflix. Et finalement, au bout de 20-30 minutes, j'ai cherché, j'ai pianoté et j'ai rien vu. Et à la fin, donc, du coup, c'est frustrant. Alors que sur Blockbuster, j'ai quand même remarqué un truc, c'est que je vais assez rapidement cliquer dessus. Et même si je ne regarde pas le film en entier, en tout cas, je vais aller me regarder un petit peu à quoi ça ressemble, quel est l'univers, etc. Donc je vais être beaucoup plus vite dans le fait de regarder du contenu et de me faire une idée de ce qu'il y a dedans, quoi. Et t'as remarqué que sur Netflix, quand tu veux cliquer sur la vignette d'un film, directement il te le lance. T'es pas sur l'affiche. Ouais, c'est vrai. Donc t'es là en mode, merde, en fait, moi je veux savoir qui est le réal, etc. Ce qui est bien avec Blockbuster, c'est que tu es plongé dans l'univers du film juste parce que t'as l'affiche. Ouais. Donc t'as la bande-annonce qui se lance, tu peux même mute la bande-annonce pour pas l'entendre. Ouais. Et c'est pas hyper rapide, tu vois, conclusion. Ouais. C'est pas genre, directement tu vas consommer. Non, tu prends le temps de regarder et si tu veux le consommer ou pas. Et ça, je trouve que c'est nécessaire quand t'as une plateforme avec une proposition de film,
et surtout pas mal de films. C'est impersonnel. Il n'y a pas le nom du réalisateur, il n'y a pas quelques infos, il n'y a pas... En fait, il faut que en fait, tu vas pas consommer le film, juste le film. C'est tout. C'est le package, c'est... en fait, qui a parlé de ce film-là, quel est le site du film, s'il y en a, des trucs comme ça, en fait, tu vois. Et pour moi, un film, c'est pas juste le long métrage que tu fous comme ça, et ensuite tu skippes les crédits à la fin, comme adore faire Netflix, où il veut directement te lancer sur autre chose. Donc nous, on fait pas ça comme ça. Et je sais pas si Conclusion, c'est sûr que c'est moins addictif, Conclusion, mais au moins t'as de la matière, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Tu expliquais tout à l'heure que tu étais réalisatrice. Alors il m'a semblé, dis-moi, arrête-moi si je me trompe, te voir participer en tant que comédienne sur un court-métrage qui était sur Adbuster. C'est le cas, hein, c'est ça ? Ouais, en fait, on a eu un partenariat avec le Festival du film de l'Est, qui est strasbourgeois aussi. Donc évidemment, je mets mes marques sur la petite ville. Et en fait, je leur ai demandé, comme j'étais partenaire et qu'on a diffusé les conclusions, un long métrage autoproduit que j'ai sélectionné en 2023. Elle est belle cette histoire parce qu'en 2023, j'arrive en février. Premier film qui me tombe sous la main sans même que je commence à chercher, c'est un film autoproduit réalisé par Marc Lahore, qui était déjà sur Adbuster avant pour un autre film qui s'appelle The Open et qui a été sélectionné au FEFS, et que Étienne a dealé. Et boum, il me le tombe dessus, il me dit est-ce que tu le veux ? Je l'ai autoproduit, il est allé nulle part. Français. J'ai dit oui. Et conclusion, l'année dernière, partenariat avec le Festival du film de l'Est, et je leur ai dit bon bah voilà, vous êtes intéressés par les autoprods. En échange de moi, vous me donnez votre carte blanche de film autoproduit que je propose sur la plateforme, vous acceptez de diffuser ce film-là de Marc Lahore, autoproduit, pendant votre festival, comme ça il aura au moins connu une fois la couleur des écrans. Quoi. Ils ont dit oui, et en fait j'avais un film en compétition aussi au Festival du film de l'Est, et quand ils ont fait la carte blanche, j'étais dedans. Je me suis dit, bénéf. Tout bénéf du... Donc j'apparais en effet dedans à un moment donné. Si on parle un petit peu plus personnellement de ton regard sur ta cinéphilie, parce que bon là tu es arrivé sur Adbuster, est-ce qu'au départ il y avait déjà un appétit pour une certaine forme de cinéma, un petit peu comme ça un cinéma des marges, ou est-ce que c'est quelque chose que là aussi que tu as découvert sur le tas et depuis tu t'en es nourri Ce qui est sûr c'est que j'ai découvert pas des formats, mais j'ai découvert des styles, et incroyables, des fois des styles vraiment propres au pays dans lequel je trouve les films, que je connaissais pas du tout. Alors je dis pas que j'adhère ou que j'aime plus que ça, mais je sais que ça parle à des gens, donc des fois ça m'amène en tant que programmatrice de devoir sélectionner des films que moi, personnellement c'est pas un coup de cœur, mais je sais par contre que ça va être le coup de cœur de quelqu'un d'autre. C'est aussi ça le truc de faire le choix entre ce que tu aimes et ce qu'il faut aussi mettre en avant, tu vois. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup les films indés, mais il est vrai que j'ai découvert encore plus de films indés, des films plus indés que les films que je pensais indés, tu vois. J'aime beaucoup les films asiatiques, évidemment, genre les films japonais, les coréens, incroyables. Mais après, le problème, c'est que pour les avoir pour Adbuster, c'est beaucoup plus compliqué. Étienne a réussi à en choper, mais il a mis le budget, et maintenant que la plateforme a quelques années, c'est bien de tenir 10 ans, presque 10 ans. Mais quand la thune s'amoindrit au fur et à mesure, je suis amenée à ne plus pouvoir proposer les mêmes choses. Alors moi j'adorerais pouvoir proposer d'autres films japonais de la même trempe qu'Étienne a trouvé, mais le problème c'est que les films, souvent le marché asiatique il est hors sol par rapport au marché européen et occidental en général. Genre, tu peux préciser ce que tu entends oui, en fait, alors c'est mon analyse toujours de ce que j'ai remarqué. Le marché asiatique est un marché à part, il fonctionne très bien tout seul, et en fait les occidentaux c'est plus un plus. Et quand tu vas dealer avec un distributeur chinois ou coréen ou japonais, les pires c'est les japonais, ils te proposent, alors en France en général t'achètes un film 1000, 2000, 5000, voilà, pour l'exploitation, 2 ans, 1 an, ça dépend de ce que tu veux prendre. Le Japon il te propose 50 000 le film. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est super dur de les avoir. Alors encore plus quand Adbuster devient si petite, de réussir à les choper. C'est super compliqué. Donc en fait, la technique pour réussir à avoir des films asiatiques, c'est de choper des distributeurs occidentaux qui n'ont qu'un catalogue asiatique, donc qui ont déjà dealé les films sur le marché asiatique, mais qui maintenant sont habitués aux prix occidentaux, c'est-à-dire ils les diminuent de ouf. Mais ils sont spécifiques, il faut les trouver, et ça dépend de combien tu peux proposer, quoi. Alors moi j'adorerais proposer des films asiatiques, il y en a tellement que j'ai dans mon petit tiroir que j'aimerais tellement proposer à Adbuster, j'attends juste de pouvoir avoir les fonds pour ça.
Donc film asiatique, j'aimerais beaucoup, mais compliqué. Donc je me tourne vers surtout l'autoproduction, parce que j'aime l'autoproduction, je pense qu'il faut l'aider, la faire ressortir. Et donc moi je m'intéresse donc évidemment aux autoprods françaises. Dès qu'il y en a un qui arrive, je regarde ce qu'ils font, évidemment. Et sinon, comme je t'ai dit, les films des années 90, moi j'aime beaucoup. J'ai sorti Noisy Yes, un film de Laura Parnes, pareil, dans les années 90, film purement new-yorkais, tourné en mini-DV. Super bizarre, un peu XP, ça j'aime bien. C'est pas forcément ce qui parle à tout le monde, mais ça j'aime bien, tu vois. Donc ça c'est mes petits coups de cœur à moi, les petits chéris, parce que j'aime bien quand c'est subversif et en même temps un peu crade, l'image et tout, ça je kiffe. Autoprod. Oui, ça a une patte exactement. Très particulière. Dès que ça a une patte, c'est ça m'intéresse. Alors c'est vrai que là, ça fait déjà 2 films que tu cites comme utilisant le support DV. Alors depuis quelques années, le fait que tout se numérise, ça facilite aussi la production des films d'une certaine manière, mais ça a tendance là aussi à normer un petit peu l'image et à faire parfois une image un peu trop clean. Un peu trop propre, et c'est aussi un petit peu ce qu'on recherche, je pense, sur Adbuster, c'est aller chercher une image qui a une patte, qui soit pas... aller oser en fait, aller chercher un film qui ose, soit au niveau du scénario, soit au niveau de l'esthétique, tu vois. Et c'est vrai que j'essaye toujours dans les films d'Adbuster de toujours avoir des films, même s'ils ont des défauts, comprendre pourquoi est-ce qu'on les a sélectionnés, parce qu'il y a toujours quelque chose, tu vois. Et je sais pas, en exemple, j'ai trouvé une série de films, mais vraiment série B quoi, même Z de genre italien, fait avec 3 bouts de ficelle, genre quasiment autoproduit. Et ils sont pas forcément bons, mais par contre c'est vraiment une communauté de cinéastes italiens qui font des films qui se vendent pas, mais super bizarres. Avec des affiches incroyables, mais avec des effets spéciaux trop moches, trop pas bien faits, mais qui donnent quel un format style. Non, tu parles, il y a une série. Non, pas une série, mais disons que c'est une sorte de collectif, j'ai l'impression, parce qu'ils bossent tous entre eux. D'accord. Mais ils font que des longs métrages individuellement. D'accord. Mais de films de genre, ils les font hyper rapidement. Et on en a une collection sur Adbuster. Et ça parle pas à tout le monde, mais pour ceux qui kiffent juste mater un truc à la con entre potes, dans la catégorie entre potes, ça marche, tu vois. Donc c'est ce genre de truc, il y a toujours quelque chose, toujours. Toi, aujourd'hui, tu avances un petit peu même beaucoup, j'imagine, sur le chemin de la réalisation. Quelle est un peu ta cinéphilie ? Je remarque que ma sensibilité évolue en fonction de ce que je veux faire. Là, en ce moment, comme je développe un long métrage documentaire, je m'intéresse beaucoup aux documentaires qui se font via le montage. Donc je parle notamment de How to Save a Dead Friend, par exemple, qui est un film russe, où la réalisatrice a filmé sa vie pendant de nombreuses années et qui crée le film avec toute cette matière-là. Ou Tarnation aussi, de Jonathan Cahouette. Voilà, ça m'intéresse particulièrement, j'aime beaucoup. En fait, pour moi, en ce moment, je suis en train de me dire, image crade, c'est pas grave tant qu'il y a un fond. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup maintenant, je m'intéresse aux films tournant mini-DV ou SOV, où il y a vraiment pas de découpage technique, le mec il a vraiment fait à la main, mais tant que ce que tu montres est cool et qu'il y a un fond, le film est bien. Et en fait, pour moi, maintenant, ce qui me drive dans mes créations, c'est à la mort de Agnès Varda, j'ai vu une citation d'elle qui a traîné sur les réseaux sociaux. Elle disait maintenant on peut tout filmer, on peut filmer avec tout, avec un téléphone, etc. Et elle disait aux jeunes cinéastes, le plus important c'est pas avec quoi tu veux filmer, c'est ton point de vue, et tant que tu as un point de vue, tu as un film. Et mine de rien, c'est fou le nombre surtout de courts-métrages faits par de jeunes réalisateurs qui n'ont pas de point de vue, ils ont juste un délire, des trucs comme ça, ils le font. Mais pour moi c'est super important d'avoir un point de vue. Si t'as un point de vue, tu sais où tu vas emmener ton film, et t'as un regard, et c'est super important, le regard. Donc là, je travaille surtout sur ça, et je mate des films... Il y a beaucoup de réalisateurs de courts-métrages aujourd'hui qui cherchent à montrer, qui savent faire, quoi. C'est exactement ça. On fait un court-métrage pour dire, voyez, je sais faire une belle image, je sais faire un bel éclairage, je sais faire placer 2, 3, à peu près les comédiens. Du point de vue de la narration et du fond, il n'y a pas grand-chose, en termes d'univers, il y a encore moins, mais voilà. J'ai une carte de visite et je peux bosser. Je fais des films de genre. Je développe 2 courts-métrages de fiction de genre, mais mon long-métrage de fiction que je veux faire est aussi un film de genre. Je sais que maintenant le genre a le vent en poupe.
Mais moi, ce que j'aimerais éviter, c'est faire du genre pour faire du genre. Genre, je veux éviter de faire du genre juste pour choquer et dire regarde, j'arrive à sortir les tripes. Non, c'est bon, tout le monde peut faire ça maintenant. En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir le point de vue et d'utiliser le genre pour. Tout le monde peut faire ça et c'est pas ce qui choque aujourd'hui. Bah, c'est ça. Moi, ce qui m'anime, bah, il faut que j'ai un point de vue dessus. En fait, c'est toujours comme ça. Quand je veux faire un film, je fais encore des courts-métrages autoproduits. Hein, parce que j'aime bien cette forme. T'es libre. T'es pas emmerdé par des prods et par le financement, le chemin de financement de tes films et tout. L'autoproduction, c'est super cool. Quand ton film, tu peux le faire, voilà, avec tes moyens. Bah, je me dis toujours, je vais faire un film autoproduit. Si j'ai pas mon point de vue, je le fais pas. Je vais pas m'emmerder à faire un film que je vais pas aimer dans 6 mois parce qu'en fait, j'avais rien. Oui, bien sûr. Tu vois. Et c'est vrai que c'est une plateforme qu'on aimerait bien voir se développer une fois de plus parce que ça répond à un besoin qu'on a de voir autre chose que du formaté. Quels sont actuellement, quel est un peu actuellement l'état de vos réflexions, vers quoi vous avez envie d'aller pour arriver à sortir un petit peu de ce creux de la vague? Moi, de manière, je pense qu'il faut de la com, ça c'est sûr, de la com. Et alors moi, de ce que je peux faire de ma petite place de programmatrice et chef des acquisitions, parce que je suis pas le boss, grand boss de cette plateforme. On l'a pas dit, vous êtes combien actuellement dans l'équipe, si je peux dire on n'est pas très nombreux, voilà, je dirais juste ça. On n'est pas très nombreux. Parce qu'il y a les personnes qui sont là à titre formel, peut-être informel peut-être, il y a peut-être voilà, ça. Il y a un petit mélange, ça bouge pas mal, donc voilà. Moi j'ai mon poste fixe de toute manière, jusqu'à ce que je parte, je pense. Mais quand je fais pas mal de choses, tu te doutes bien qu'on n'est pas très nombreux, quoi. Donc moi, de ma place, ce que je peux proposer en tant que programmatrice, déjà, comme on ouvre maintenant au court-métrage et que mine de rien, les courts-métrages amènent beaucoup de gens, beaucoup de cinéastes en fait, qui ont très envie de faire des films ou qui en ont fait mais que au format court, mine de rien, ça les amène eux, leur équipe, leur famille. Donc c'est déjà un tout petit vivier qui fait parler d'eux. Donc vous diffusez de plus en plus de courts-métrages? Là on cherche, des courts-métrages. Okay. Je reçois ce qu'on me donne et sinon je cherche en festival, c'est très facile d'en trouver des très cool. Hein. Bien sûr. Donc il y a eux. Donc je pense peut-être un jour lancer un concours court-métrage. Alors je vais pas dire donnez-moi vos courts-métrages que vous avez fait il y a 10 ans. Non, je vais lancer un concours avec un thème, comme ça les gens font le film, parce que sinon je vais être envahi, parce que je pense que ça va être énorme. Donc je pense lancer un concours un peu à la façon Nikon, des trucs comme ça, quoi. Et sinon, j'aimerais beaucoup pouvoir réorganiser parce que ça se faisait à l'époque d'Étienne, plus maintenant, parce que ça coûte de l'argent toujours, mais j'aimerais bien réorganiser des séances de projection de films qu'on a réussi à choper en salle. Parce que pas mal de ces films-là, en fait, n'ont pas vu la salle, à part s'ils ont fait les festivals. Et j'aimerais bien organiser ça. Peut-être réussir à mixer les deux, me dire que si jamais on lance cet appel à projet de court-métrage, ensuite on fait cette projection-là dans un ciné, ça va faire venir les gens, je pense que ça peut marcher. Donc en fait, faire retrouver les gens, je pense que faire retrouver les gens fait que la communauté se retrouve, se soude, parce que comme, tu vois, Shadows, je pense qu'ils ont une communauté, parce qu'ils sont que sur le genre, donc tous les gens qui kiffent le genre sont abonnés à Shadows, et ça forme une communauté. Nous, on n'a pas de ligne directrice aussi claire. Ce qui fait que je pense que ça ferait du bien que les gens puissent se rencontrer réellement, tu vois. Donc voilà, ça serait bisounours. Ça serait bien. J'ai envie de dire que vous avez peut-être une ligne éditoriale qui correspond plus à... Parce que moi, j'aime aussi beaucoup le film de genre, mais je n'arrive pas à me restreindre là-dedans. J'ai plutôt une vision de cinéphile. Et en tant que cinéphile, je suis curieux de tout. J'ai vraiment envie de voir de tout, et surtout de voir ce à quoi je m'attends pas, quoi. Voilà. Ah, c'est ça. En fait, je pense que c'est comme pour tout, quand tu manges trop de la même chose, à un moment ça se casse la gueule. Et je pense que Shadow, c'est ça le problème. C'est leur force et leur faiblesse, c'est qu'à force de toujours montrer du genre, les gens après ils se lassent. Mais après, au lieu de se dire je vais m'abonner à Shadows pour le genre et à Tank pour les documentaires, et ensuite à une autre plateforme genre Mubi pour avoir un peu plus de variété, Adbuster t'offre tout ça, tu vois. C'est deux super idées que tu évoques. Alors, passer le film en salle, ça pourrait être dans un premier temps au niveau local, c'est ça, au niveau strasbourgeois? Le mieux, ça serait Paris quand même. Je pense qu'on a quand même pas mal d'abonnés qui sont parisiens, et puis ça ferait venir des choses à la capitale. Je suis pas de Paris, donc voilà, mais oui.
établir un partenariat avec des Exact, salles AVSS, c'est ça? Ça serait vraiment le rêve. Mais après, bon, bah. Faut savoir qu'est-ce que tu peux offrir comment est-ce que tu fais un partenariat, qu'est-ce que tu peux leur offrir et pourquoi nous à la place des autres. C'est toujours ça qui est compliqué, tu vois. Comme on est petit, c'est toujours compliqué de dire ah mais je vaux quelque chose, regarde. Donc il faut réussir à innover. Pour le moment, j'ai pas 100% d'idées, j'ai la tête beaucoup prise dans mon travail. Mais bon, c'est sûr que si on était un peu plus nombreux ou si on avait un peu plus de moyens, je pense que ça se débloquerait. Mais c'est toujours comme ça, hein. En tout cas, c'est une piste hyper intéressante et c'est vrai que c'est intéressant de voir. Ça pourrait être intéressant de voir comment un support peut en fait, collaborer avec l'autre et mutuellement s'entraider. Donc on lance un appel à des salles art et essai parisiennes parce qu'il y en a plein et je pense qu'il y en a que ça peut vraiment intéresser parce qu'il y a plein d'initiatives quand même qui existent sur Paris, des micro-festivals, des mini-festivals, des projections privées, des projections débats, enfin il y a plein de choses qui existent. C'est surtout, si je mets l'accent sur l'autoproduction, c'est que je pense que c'est l'une des dernières choses qui nous reste pour nous sortir du lot, Hotbuster, qui fait des appels à autoproduction. J'ai pas encore vu de plateforme qui faisait des appels à autoproduction spécifiques autoproduction. Donc pour moi, c'est un de nos derniers bastillons que personne n'a encore réussi à prendre, qui fait qu'on est à l'écoute de la demande aussi, qui n'est pas qu'un public de cinéphiles, mais parfois même un public de cinéphiles cinéastes. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup pour cette rencontre, pour cet éclairage à propos de hotbuster.com et puis on espère qu'on aura permis à d'autres personnes de découvrir. On laissera se diffuser ça sur merci à toi. Sur internet. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir Détour dans l'étoile. Son film qui est sorti sur Hotbuster récemment d'ailleurs. Ele sabe ele não está nem posso olhar para quando menos me toca mas assim, estou a ver mais para a gente mais para se perde é preciso dizer